Hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo de 34OM. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on devient freelance développeur et pourquoi c'est pas toujours l'Eldorado. Donc, dans un premier temps, j'ai été freelance, je suis freelance web depuis 4 ans en full stack JS. Je faisais du Node React en TypeScript. Et pourquoi j'ai décidé de devenir freelance? La première raison, c'était pour gagner plus d'argent, parce que je gagnais plus qu'en CDI. Ensuite, pouvoir bouger plus vite d'entreprise en entreprise. Je faisais que des missions courtes et l'idée c'était d'apprendre un maximum dans une entreprise, de travailler pour eux et après bouger vite vers une autre entreprise et pouvoir voir plusieurs types d'organisations. Avoir plus de temps libre, vu que j'ai gagné plus d'argent, je pouvais travailler moins pour gagner autant. Et puis parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de limitations au CDI et beaucoup de routines qui s'installaient dans le CDI, euh, pour lesquelles j'étais pas ultra top. J'ai fait pendant 4 ans de la freelance en micro-entreprise. Et puis là, je suis en train de me tourner vers de la freelance en SASU. Sur des TJM qui vont de 600 en début de carrière à 750, 800 euros. Le TJM, c'est le tout journée les moyens. C'est le prix que tu factures à la journée quand tu es freelance. Premier truc, je voulais parler de la freelance quand tu es junior. Aujourd'hui, c'est compliqué de se lancer en freelance quand on est junior. Parce qu'avec le besoin de développeurs, les formations se sont multipliées. On commence à avoir beaucoup de juniors quand même qui arrivent sur le marché du travail. Donc il y a pas mal de concurrence. Souvent aussi quand on est junior, on code pas très bien. En tout cas, on n'est pas assez structuré pour être vraiment efficace dans son travail. Et du coup, bah, c'est bien d'être freelance pour faire des petits sites, des scripts ou du no-code. Par contre, pour le reste, c'est plus simple de prendre de l'expérience CDI, faire 3 à 6 mois dans une boîte, changer de boîte pendant 1 an, 2 ans, avant de se lancer en freelance avec beaucoup plus de bagages et beaucoup plus de pertinence. Quand on se lance en freelance, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est à peu près la même chose que le travail CDI. C'est juste qu'il va falloir faire de la vente, comprendre le marché et la vraie différence, c'est qu'il faut chercher un client et qu'il faudra le chercher et le convaincre plus souvent qu'en CDI et autant qu'en CDI, si ce n'est plus. Donc pour ça, faut savoir combien on va se pricer. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est de regarder des prix sur des plateformes de freelance, regarder un peu les offres de freelance pour voir à peu près quel, euh, quel salaire ils recommandent. Ensuite, parler à des freelances de leur pratique, comment ils trouvent des clients, comment ils s'organisent, comment ils facturent, quels outils ils utilisent, quelle forme juridique ils ont, pourquoi, etc. Ça va vous permettre de gagner en expérience et de pouvoir faire les bons choix quand vous voulez vous lancer. Ensuite, il faut connaître son positionnement marché. Si on veut être en entrée de gamme et du coup trouver des missions rapidement et plus facilement et enchaîner les missions. Si on veut être un milieu de gamme où on va gagner plus, mais ce sera un peu plus dur. Ou si on veut être en haut de gamme, où on va gagner nettement plus à la journée. Par contre, on a beaucoup de chances de ne pas avoir des missions tout le temps. Et on choisit pas forcément quelle gamme on est. C'est un peu un mélange de son réseau, de sa force de persuasion et de son niveau réel. Et du coup, parfois, il vaut mieux rester dans sa gamme, travailler, prendre de l'expérience et petit à petit changer de gamme. Euh, Il y a un autre truc aussi, c'est que c'est le prix qui fait le positionnement. En gros, faut penser à la métaphore de l'eau en bouteille. Quand vous allez dans un rayon d'eau en bouteille, vous allez avoir plein de prix d'eau différentes. Et du coup, ce qui va positionner une eau sur une qualité un peu premium ou une eau d'entrée de gamme, ça va être son prix essentiellement. Et après, le storytelling qu'il y a derrière. Mais au final, ça reste de l'eau. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'il faut se positionner quand on est en freelance. C'est-à-dire que le prix, ça va faire notre positionnement. Si on est cher, on sera vu comme haut de gamme. Si on n'est pas cher, on sera vu comme entrée de gamme. On va pas avoir les mêmes types de clients, on va pas avoir les mêmes preuves à donner pour pouvoir faire une mission, ni les mêmes exigences de la part du client. Et tout ça, ça résulte de l'offre et de la demande. Donc, il faut réussir à trouver un marché où on peut se positionner, savoir à quel point on est rare ou pas sur ce marché, et du coup, pouvoir jouer dessus. Ensuite, il faut vraiment travailler sur sa disponibilité et son efficacité en entretien. Aujourd'hui, comme on trouve une mission, les gens ils vous ont pas forcément vu travailler.
Parfois, vous pouvez avoir des introductions, du coup, ils ont une personne qui vous recommande et qui dit: «Ah OK, son travail est très bien, très professionnel» et cetera. Mais sinon, c'est l'entretien qui va, jouer. Donc pour avoir des entretiens, il y a des plateformes comme Comet, Malt ou encore LinkedIn. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez d'autres, façons de trouver des missions freelance, vous les mettez en commentaire et puis comme ça, vous pouvez lire les commentaires des autres pour avoir un maximum de méthodes. Et et sinon, il faut être disponible et réactif pour faire un maximum d'entretiens. Plus vous allez faire des entretiens, plus vous allez être rodé à l'exercice, plus vous avez des chances de trouver des missions facilement. Ensuite, c'est de la vente, les entretiens, donc il faut apprendre à se vendre. Il faut connaître ses forces, ses faiblesses et pouvoir être assertif sur ce qu'on sait faire, savoir admettre ce qu'on sait pas faire pour pas qu'il y ait de déception client, qui est le pire dans une mission freelance. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas au niveau, à la limite, il a rien risqué. Par contre, si quelqu'un pense que vous êtes au niveau et que vous n'arrivez pas à délivrer, vous aurez une mauvaise réputation auprès de cette personne et donc ça va être compliqué derrière d'avoir des recommandations et de pouvoir être recommandé à son réseau. Pour tout ce qui est portfolio, site web perso de démo ou autre fioriture, je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est trouver des clients, faire des entretiens, roder cette partie, et puis après, vous travaillerez dans l'entreprise et vous vous développerez. Tous les trucs qui sont pas autour de cette recherche de clients, parfois ça peut servir et ça peut débloquer certaines situations, notamment quand on est junior. Si on a un très beau site bien codé, des beaux commits, un beau CSS, ça peut permettre de convaincre certains clients ou un beau portefeuille client aussi. Par contre, le plus dur, c'est de trouver des clients, de montrer sa valeur en entretien et de signer un contrat. Donc, pour moi, il faut vraiment se concentrer sur cette partie vente. Ensuite, quand on est freelance, il faut monter une société. Donc, il y a deux formes principales qui sont SASU et micro-entreprise. Pour toutes les questions sur les autres formes juridiques, moi, j'ai pas compris à quoi ça servait, donc je me suis pas attardé. Et je me suis concentré sur un truc de monter ma structure rapidement, commencer à faire du chiffre d'affaires, et au fur et à mesure, j'optimise ma situation. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de faire une SASU si jamais vous êtes au chômage. Comme ça, vous avez l'argent de votre entreprise qui n'est pas votre argent. Vous allez payer plus d'impôts, plus de charges, etc. Par contre, vous pourrez toucher votre chômage pendant vos droits de chômage et commencer à vous rémunérer ensuite. Sinon, micro-entreprise, en 48 heures, vous avez tous vos statuts et tout qui sont faits. Vous pouvez demander l'ACRE, qui est une aide qui réduit les impôts que vous avez payés, et le prélèvement libératoire, qui va aussi permettre de réduire les impôts. Vous pouvez chercher sur Internet, vous renseigner de comment on les utilise. Je ne vais pas vous faire un tuto, vous êtes grand. Euh, Derrière, montez votre micro-entreprise, commencez à facturer, et puis après, vous verrez si jamais vous pouvez optimiser votre situation. Il faut savoir deux trucs, c'est que à partir de 35 000 euros de chiffre d'affaires, il va falloir facturer la TVA. Donc, il va falloir demander un numéro de TVA intercommunautaire. Et il y a plein de trucs sur Internet qui vous expliquent comment le faire. Mais il faut surveiller ce premier plafond, ce premier seuil. Et le deuxième, c'est un plafond à 70K sur la micro-entreprise. Il n'y en a pas en SASU. Et donc, c'est un plafond qui arrive quand même assez vite en fonction de à combien on facture et qui va obliger de changer dans une certaine mesure de régime fiscal. Ensuite, sur la facturation, donc c'est un moment qui est important. Faut pas avoir peur de facturer, faut pas avoir peur de relancer. Si on vous paye pas, vous relancez jusqu'à ce qu'on vous paye. C'est quelque chose qu'on vous doit, donc faut pas avoir peur dessus. Il faut mieux privilégier une facturation au jour qu'une facturation en forfait, parce que ça vous permet de, si jamais vous n'avez pas la bonne, si jamais vous avez mal estimé le temps que vous avez passé sur une application ou sur un site, de pouvoir continuer de facturer et d'avoir une obligation de moyens et pas forcément de résultats. Ça vous permet aussi de, si votre client change d'avis, de pouvoir faire rentrer les modifications dans un certain nombre de jours et du coup pouvoir refacturer plus facilement. Je vous conseille aussi de facturer en plusieurs étapes si vous avez un projet qui dure 3 mois, de découper le projet en plusieurs parties et de commencer une nouvelle partie qu'une fois que la facture a été validée sur la première partie, que le client a validé le travail qui a été fait, et idéalement, vous avez viré l'argent, ce qui vous permettra de, si jamais vous avez une problématique de vous n'allez pas vous faire payer pour X ou Y raison, pouvoir faire pression pour être payé plus rapidement. Ensuite, il va falloir avoir une banque dédiée
Donc il y a Revolut, N26 et Conto en banque mobile et digitale. Euh, pour tout ce qui est micro-entreprise, Revolut et N26, ça fait bien l'affaire. Moi, je préfère l'interface de Revolut. Après, aujourd'hui, j'ai Revolut en perso et j'ai N26 en pro. Il faut savoir que c'est des compagnies étrangères européennes. Donc, le RIB de Revolut, il est en Lituanie. Le RIB de N26, il est en Allemagne. La plupart du temps, ça pose pas de problème. Il y a certains clients qui doivent appeler leur banque pour avoir des autorisations et être payés. Mais ça pose pas vraiment de problème. Et que c'est des banques qui sont à peu près gratuites. Et du coup, c'est très pratique pour votre activité parce que ça vous demande pas de frais. Vous allez devoir payer votre carte, mais ça doit être une dizaine d'euros ou une quinzaine d'euros pour se faire livrer la carte et pas de frais au quotidien. Sinon, il y a Conto, qui est une banque française professionnelle et qui marche, que ce soit une SASU, que ce soit une SAS, que ce soit une micro-entreprise, vous allez pouvoir faire avec Conto. Par contre, il va falloir payer tous les mois et vous avez pareil une application et donc c'est très pratique. Si jamais vous voulez utiliser une de ces trois banques, je vous mettrai mes liens de parrainage en description et vous pouvez les utiliser. Ensuite, sur la facturation, moi j'utilisais Time AE en tant que micro-entreprise pour faire les factures, faire les devis, vérifier quand l'argent a été versé et me rappeler de payer mes impôts tous les trimestres et ce que je devais déclarer. Si vous voulez vous passer de ça, vous pouvez voir avec votre comptable à la limite. Il y a Time aussi pour ceux qui sont en autre régime fiscal que la micro-entreprise, qui peut se connecter directement avec vos comptables, donc c'est pratique. Et sinon, Google est votre ami. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des workflows qui marchent bien, comme ça partagera avec toutes les personnes qui verront cette vidéo. Ensuite, sur la négociation des prix, c'est un truc qui est assez important. Au début, on a du mal à se pricer. On se price soit pas assez cher, soit trop cher. Soit on a de la chance et on a le prix juste. Mais au fur et à mesure qu'on gagne en expérience, on va pouvoir augmenter ses prix. Donc si vous êtes vraiment pas cher par rapport au marché, je vous conseille d'augmenter vos prix tous les 3 à 6 mois. Si vous êtes vraiment dans les prix du marché, tous les 6 mois, vous pouvez tenter d'augmenter vos prix. Un truc très simple, c'est vous prenez votre taux journalier moyen, vous appliquez 10% dessus et vous, soit en changeant de client, soit avec le client actuel, vous lui dites que vous êtes plus efficace, que vous gagnez en responsabilité dans l'entreprise et donc que vous voulez augmenter vos prix de 10%. C'est pas besoin de forcer, vous faites assez gentiment, avec un peu de fermeté quand même, et ça va vous permettre d'augmenter petit à petit vos prix. Un autre truc à comprendre, c'est le budget du client. En gros, quand tu vas te mettre en freelance et que tu vas négocier une mission, le client, souvent, il a un budget qu'il ne peut pas dépasser. Ça sert à rien d'essayer d'agrandir le budget parce que, je sais pas, si tu as 10 000 euros sur ton compte en banque et que tu en as 5 000 pour faire ton application, le client, il va pas avoir 2 ou 3 000 euros de plus qui vont sortir de nulle part. Et du coup, un argument que vous pouvez avoir pour faire rentrer votre TJM dans le budget du client, c'est d'enlever les fonctionnalités qui ne sont pas prioritaires ou des trucs que le client peut faire lui-même de votre temps de travail et du coup de rentrer dans ce budget. Donc quand vous avez bien compris le budget et que on vous demande, je sais pas, 10 features, vous pouvez dire, ok, ben moi je vais faire que 6 fonctionnalités pour rentrer dans le budget. Et en fait, les 4 autres fonctionnalités, elles sont pas ultra importantes ou on pourra les faire plus tard quand il y aura plus de budget ou payer un développeur moins cher pour compléter ces fonctionnalités à terme. Et ensuite, un truc très important, c'est apprendre la négociation. Donc, je vous invite à regarder le travail de Chris Voss et Doren Claff. Je vous mettrai quelques liens en description et ça va vous permettre de gagner en expertise de négociation et donc de pouvoir avoir des prix de plus en plus intéressants. Ensuite, quand on veut s'inscrire dans le long terme, il va falloir se construire un réseau et utiliser son réseau pour trouver des missions et développer son activité. Donc, ce que je vous conseille, c'est de développer votre réseau sur LinkedIn. C'est un truc qui marche bien. Vous allez avoir les différents professionnels, vous pouvez faire des posts, vous pouvez juste discuter avec des gens, ajouter des gens dans votre réseau que vous ne connaissez pas et discuter pour voir s'ils ont des besoins ou s'ils connaissent des gens qui ont des besoins. Pas hésiter à demander des recommandations à ses anciens clients. Donc, dès que vous finissez une mission, vous demandez une recommandation sur LinkedIn, ce qui va vous permettre d'avoir une preuve sociale et un tiers qui valide votre travail et vous aider dans la preuve de votre travail quand vous allez négocier
des missions. Il y a un autre truc qui peut être intéressant, c'est de passer certaines factures sur Malt Open, qui est une plateforme. Donc Malt, c'est une plateforme pour de la freelance. Si par exemple vous faites la technique que je vous ai dit de faire une facture en 5 fois, vous pouvez prendre la première facture que vous passez sur Malt Open. Comme ça, votre client, déjà, vous avez une garantie qui vous paye parce qu'il y a un processus de garantie sur Malt Open pour être payé. Ensuite, il va pouvoir donner un avis sur votre travail et s'il est positif, ça va vous faire monter dans le référencement de Malte, ce qui va vous permettre d'avoir un trafic sur vos profils et de nouvelles missions qui tombent. Et vous allez devoir payer un truc genre 5% pour avoir ça. Et puis après, vous pouvez arrêter d'utiliser Malte pour les factures suivantes que vous avez avec ce client parce que vous avez déjà un avis. Et, euh, et ça peut être pas mal. Surtout pour avoir des missions régulièrement, choisir ces missions. Malte, quand on a quelques avis, c'est très intéressant. Euh, Hésite pas à me contacter aussi si tu as besoin de coaching pour trouver des missions freelance, pour améliorer des choses dans ta vie de freelance. Je peux t'aider pour ça. Si jamais tu veux des mises en relation avec certaines entreprises, parfois moi j'ai des gens qui me contactent et qui cherchent des développeurs, donc je peux faire les mises en relation. Je peux poster des offres de freelance, donc n'hésite pas. Il y aura mon LinkedIn à la fin de la vidéo. Tu peux me mettre un commentaire sur YouTube ou trouver mon adresse mail par X ou Y moyen. Et si tu as besoin d'aide aussi pour la négociation, faut pas hésiter. Sinon, en résumé, si tu veux avoir un focus quand tu es freelance, c'est trouver un client. Donc, dans l'ordre, il faut trouver ses clients. Une fois que tu as trouvé un client ou des clients potentiels, bien négocier son contrat pour travailler dans les meilleures conditions. Et après, une fois que tu as fini ta mission, demander des recommandations. Et pas hésiter à répéter cette boucle euh, à l'infini pour développer son réseau, trouver des clients de manière de plus en plus simplement et bien négocier ses contrats pour être toujours mieux payé et après demander des recommandations pour aider les futurs contrats qu'on veut signer. Si tu veux me contacter, il y a mon adresse LinkedIn qui s'affiche, donc c'est Alex Penou sur LinkedIn. N'hésite pas à m'envoyer un message et on pourra discuter. Et sinon, j'ai un petit bonus pour tous ceux qui sont pas à Paris, ou en tout cas, si vous êtes pas en France, tous ceux qui sont pas dans des grandes villes. N'hésitez pas à vous mettre sur les plateformes comme venant d'une grande ville pour avoir des TJM qui vont être un peu plus grands parce que les gens sont mieux payés dans les grandes villes que dans les petites villes. Après, une fois que vous êtes en contact, que vous avez montré votre preuve, etc., vous allez essayer de négocier du remote et n'hésitez pas à prendre le TGV et faire des rendez-vous en physique quand c'est demandé. Si par exemple ça vous permet de gagner 100, 150 euros par jour sur votre contrat, ça sera rentabilisé en une semaine, même si vous devez faire TGV, hôtel, resto pour 1 ou 2 jours le temps de commencer la mission. Voilà, donc c'était Alex pour From K2M, et puis bonne journée. Salut.